À la fin de cette vidéo, eh bien, vous saurez si les marchés des actions en bourse sont efficients. Des marchés efficients, ça voudrait dire que toutes les actions des entreprises en bourse sont déjà parfaitement bien cotées et qu'il ne serait pas possible de trouver des actions sous-cotées et donc de pouvoir, en misant sur ces actions, eh bien, de pouvoir surperformer le marché. Et vous allez voir que la réponse à cette question dans cette vidéo va impacter et va avoir des conséquences très importantes sur la manière d'investir en bourse pour avoir les meilleurs résultats possibles à long terme. Alors c'est David, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne lesinvestissements.com. Alors je démarre cette vidéo par vous dire bien sûr que je ne suis pas conseiller en investissement et que tout ce que je partage sur cette chaîne, eh bien ça l'est à titre éducatif et informatif. En bourse, on va avoir deux théories qui vont s'affronter assez fermement. La première, c'est la théorie des marchés efficients. C'est celle qui consiste à dire que toutes les informations disponibles sont déjà intégrées dans les prix des actions. Ainsi, il ne serait pas possible de trouver un avantage, c'est-à-dire des actions sous-cotées pour pouvoir battre le marché. La deuxième théorie, c'est celle qui dit l'inverse, que le marché n'est pas efficient, qu'il existe des anomalies de marché et qu'en analysant de la meilleure manière possible les actions, soit en analysant les comptes des entreprises, soit en analysant les graphiques, eh bien on peut découvrir des opportunités de marché qui nous permettraient de battre le marché mondial des actions à long terme. Alors dans cette vidéo, eh bien, je vais vous donner plusieurs arguments qui vont en faveur de l'efficience des marchés et vous allez voir les conséquences que ça va avoir sur votre manière d'investir en bourse. Le premier argument, c'est l'argument de la logique. Imaginez, on est dans un monde où les marchés ne sont pas efficients. Ça veut dire qu'une entreprise A, si on l'analyse, on pourrait estimer qu'elle a une meilleure espérance de gain qu'une entreprise B. Qu'est-ce qui se passerait dans un monde comme ça ? Eh bien, les fonds d'investissement, ceux qui y mettent beaucoup de moyens, il faut savoir qu'il y a énormément de moyens de recherche qui sont dépensés justement pour trouver les meilleures actions. Il y a des fonds d'investissement, il y a des centres de recherche aux USA, à Londres, en Chine, qui dépensent énormément d'argent pour trouver justement les actions qui seraient un peu sous-cotées. Imaginons, on est dans un monde comme ça où il y a effectivement des actions qui sont sous-cotées. L'entreprise A, elle est sous-cotée, l'entreprise B, elle est surcotée. Donc c'est intéressant d'investir sur l'entreprise A. Qu'est-ce qui se passerait dans un monde comme ça ? Les gens vendraient leurs actions de l'entreprise B puisqu'elle est moins intéressante que l'entreprise A et ils achèteraient des actions de l'entreprise A. La conséquence de ça, c'est que les actions de l'entreprise A monteraient, puisque beaucoup de gens achètent, et les actions de l'entreprise B baisseraient. Et la conséquence, c'est que les actions de l'entreprise B seraient moins chères et les actions de l'entreprise A plus chères. Ce qui rééquilibrerait automatiquement le cours, puisque on pourrait ensuite acheter des actions de l'entreprise B à vraiment pas cher et donc elles auraient une meilleure rentabilité. Donc au bout d'un moment, la rentabilité dans un monde comme ça, elle deviendrait identique. Et donc, à nouveau, les marchés seraient efficients. Donc l'argument ici, c'est de dire si on était dans un monde où les marchés ne seraient pas efficients, eh bien, il ne faudrait pas beaucoup de temps avant que les marchés le deviennent. Peut-être quelques minutes, voire même quelques secondes. Donc à notre niveau, il faut être assez réaliste. Nous n'aurions pas le temps de trouver ces actions donc de l'entreprise A par exemple, puisqu'il y a des professionnels, il y a des centaines de millions de dollars qui sont dépensés dans la recherche chaque année. Et donc les professionnels auraient trouvé justement ces entreprises-là avant nous. Donc là, vous allez me dire, bah oui, David, ça c'est peut-être un argument en faveur finalement de l'inefficience des marchés. S'il y a des professionnels comme ça qui peuvent trouver des entreprises qui sont sous-cotées, qui surperforment le marché. Eh bien non, c'est l'objet de mon deuxième argument, c'est de dire que même les professionnels ne surperforment pas le marché. Alors il y a une étude, l'étude Spiva qui est sortie, et là je me basais sur un article qui était sorti en 2023 sur Le Figaro, qui dit que 88% des entreprises, des fonds d'investissement sur une année n'ont pas battu le marché.
Et sur 10 ans, c'est encore plus criant puisque c'est 96% des fonds d'investissement en France, c'est une étude française, qui n'ont pas battu le marché. Pour aller dans ce sens, j'ai deux petites histoires. Il y a l'histoire qui est assez connue du Wall Street Journal. En 1988, le Wall Street Journal avait sorti une chronique qui a duré jusqu'à 2002 où il comparait les meilleurs fonds d'investissement en bourse à si voilà, on misait au hasard sur des actions. Alors, ils avaient une image comme ça où ils prenaient des fléchettes et ils tiraient avec leurs fléchettes sur le Wall Street Journal justement. Et quand la fléchette tombait sur telle ou telle action, on misait sur ces actions-là. C'est une chronique qui a eu énormément de succès à Wall Street et aux États-Unis et elle est devenue très gênante parce qu'en fait, on s'est aperçu avec le temps, plus les années passaient, que les professionnels ne battaient pas les actions qui étaient choisies au hasard. En moyenne, ils ne les battaient pas, donc ils avaient à peu près les mêmes résultats. Deuxième petite histoire, c'est l'histoire de Warren Buffett qui a fait un pari d'1 million de dollars en 2008. Il a parié sur le fait que le SP500, donc le fonds indiciel, donc ça représente un peu les marchés le marché des actions mondiales, allait battre sur 10 ans la moyenne des 5 plus gros hedge funds aux États-Unis. Résultat, il a gagné son pari haut à la main, puisqu'en 10 ans, la moyenne des 5 plus gros hedge funds aux États-Unis, donc c'est des professionnels de l'investissement, ils ont fait plus 2,2% par an, alors que le fonds SP500 a fait plus 7% par an, donc entre 2008 et 2017. Donc là, déjà pour faire un tel pari, on peut se dire que Warren Buffett était assez certain que même les professionnels n'arrivaient pas à surperformer le marché. Troisième argument, parce que vous pourriez encore me dire, peut-être que les fonds d'investissement qui ont été étudiés par les différentes études et qui n'ont pas battu le marché sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, peut-être qu'ils étaient juste mauvais, effectivement, et que si on prend vraiment des très bons fonds d'investissement réputés, eux, ils battent le marché. Effectivement, alors c'est ce qu'on va faire, on va regarder 2 très gros fonds qui sont gérés par des investisseurs très réputés. On va regarder celui de Peter Lynch, le fonds Magellan, et Berkshire Hathaway, donc l'entreprise de Warren Buffett. Alors il faut déjà savoir que si aujourd'hui je défends la théorie des marchés efficients, ça n'a pas toujours été le cas, les marchés n'ont pas toujours été efficients. Durant plusieurs décennies, avant les années 90, il y avait une anomalie, notamment, il y en avait plusieurs, mais la plus connue était l'anomalie value. Il y a certains très gros investisseurs qui se sont aperçus que en étudiant les comptes des entreprises d'une certaine manière, on pouvait trouver des entreprises qui étaient sous-cotées. Et en jouant, en misant sur ces entreprises, en investissant sur ces entreprises, on pouvait surperformer le marché. Sauf que c'est une anomalie qui s'est après répandue, qui s'est démocratisée, et comme toute anomalie, si elle est connue, elle disparaît. Un petit peu avec l'exemple de la logique de l'argument 1 que je vous ai cité tout à l'heure. Si tout le monde sait trouver des entreprises value, tout le monde investit dessus et ça fait monter les cours et ça les rend avec la même espérance de gain après que les autres entreprises. Et donc là, on va regarder les résultats d'abord de Peter Lynch du fonds Magellan. Le fonds Magellan, c'est un fonds aux États-Unis qui a eu des résultats exceptionnels, notamment entre 1977 et 1990. Ils ont eu plus 29% de croissance en moyenne annuelle. Donc c'était vraiment énorme, ils ont vraiment surperformé le marché pendant un certain temps, même assez longtemps. Et si on regarde ce graphique ici, qui est très très intéressant, on peut voir ici, au fur et à mesure des années, donc entre 1975 et 2010, sur l'axe des abscisses, on peut voir la surperformance du fameux fonds Magellan de Peter Lynch. Et on peut voir que entre 1975 et 1990 à peu près, le fonds Magellan surperformait quand même largement le marché mondial des actions. Et puis, à partir de 1990, on peut voir que il ne le surperforme pas, voire même il le sous-performe, ou il est à peu près pareil. Mais on peut voir globalement une courbe très descendante et ce qui nous fait penser que si avant le fonds Magellan surperformait le marché des actions, ça n'est plus le cas aujourd'hui et depuis 1990. Après le fonds Magellan de Peter Lynch, on peut regarder Berkshire Hathaway, donc l'entreprise de Warren Buffett, qui lui aussi a beaucoup profité de certaines anomalies, dont l'anomalie value.
Et si on regarde eh bien l'entreprise sur ce graphique de Berkshire Hathaway, on peut voir qu'entre 2010 et 2020, eh bien, les ETF, donc ici on a pris le fonds Vanguard, un fonds passif, donc ça représente à peu près le marché mondial des actions, eh bien il a fait plus 13,25% pendant que Berkshire Hathaway eh bien, a fait plus 8,88%. Donc on peut voir qu'entre 2010 et 2020, eh bien, Warren Buffett ne bat pas lui non plus le marché mondial des actions. Donc on peut voir que finalement même les très gros fonds les plus réputés avec des investisseurs les plus réputés eh bien, ne battent plus depuis à peu près 1990-2000 les marchés mondiaux des actions. Je vais terminer cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'on ne peut plus battre le marché des actions, eh bien par l'avis des spécialistes. Alors quand on va prendre l'avis des spécialistes, je ne vous parle pas de l'avis des médias, l'avis des banquiers, parce que eux, ils ont un avis biaisé. Les médias, les banquiers, pour pas mal de raisons, ils ont envie que vous jouiez à la bourse, que vous jouiez à l'apprenti sorcier, que vous cherchiez vos actions, parce que ils vont gagner, notamment les médias, ils vont pouvoir vendre des articles dans ce domaine-là. Les banquiers vont pouvoir vous vendre des placements, les brokers vont être très contents si vous multipliez les transactions, parce que ça leur fait des commissions. Et donc, on va prendre un peu ici les avis de prix Nobel d'économie. On va démarrer tout de suite avec l'avis de James Tobin, prix Nobel d'économie 1981. Il nous dit « Si l'on tient compte des coûts de transaction, les portefeuilles gérés activement ne battent pas le marché. » On a William Sharpe, prix Nobel d'économie 90 qui nous dit « Rien ne sert de dépenser tant d'énergie, personne ne peut battre le marché. » Et il nous dit également « La plus grande partie de mes placements sont des fonds indiciels d'actions. » Robert Shiller, prix Nobel d'économie 2013. La gestion de portefeuille est une profession impliquant beaucoup de tromperies. Les gens disent qu'ils peuvent battre le marché, mais ils ne le peuvent pas. Avant-dernier témoignage, ici citation de Eugène Fama, prix Nobel d'économie 2013. Alors lui, il est assez rude. Il dit « Je comparerais bien les stock pickers, donc les gens qui choisissent des actions en les analysant, à des astrologues. Mais il dit « Je ne veux pas dénigrer les astrologues. » Le journaliste lui pose la question « Mais alors quand la gestion active est-elle valable ?» Il répond « Jamais. » Enfin, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie 2002. Il dit « Il y a des domaines où l'expertise n'est pas possible. Le stock picking en est un bon exemple. » Et il finit par dire « Tous les spécialistes sont d'avis que presque tous les stock pickers, qu'ils le sachent ou non, et peu d'entre eux le savent, jouent seulement à un jeu de hasard. » Donc j'espère que vous l'aurez compris dans mes arguments, je pense réellement que le marché aujourd'hui est imbattable. Mais alors pourquoi est-ce qu'on pense le contraire intuitivement? On a l'impression qu'on peut battre le marché. Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Le marché n'a pas toujours été efficient. Je vous l'ai montré sur certains fonds d'investissement. Il existait à l'époque où la bourse était un petit peu moins démocratisée, eh bien, des anomalies que des professionnels, voire même des particuliers, ont pu utiliser à leur fin pour surperformer le marché des actions. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça n'est plus possible. L'information avec Internet est trop diffusée, tout le monde a accès très rapidement à tout, et donc toutes les informations se retrouvent très rapidement intégrées dans le prix des actions. Le deuxième argument, il est plus psychologique et humain. C'est difficile d'accepter et de se dire que c'est un domaine, la bourse, où finalement moins on va travailler, moins on va étudier, moins on va analyser, plus on va gagner. Et ça, c'est un petit peu contre-intuitif, on n'aime pas trop ça. Dernier argument, c'est que le fait que vous pensiez que le marché n'est pas efficient et que vous pouvez analyser les actions, les acheter, les vendre à des bons moments, etc., ça fait les affaires de tout un business. Le business des médias dans ce domaine-là, le business des brokers, le business des services financiers, le business des banquiers. Eh bien oui, parce que eux, ils ont vraiment intérêt à ce que vous jouiez en bourse, à ce que vous misiez, que vous vendiez, vous rachetiez, vous achetiez leurs journaux, vous achetez leurs analyses, vous lisiez, vous achetez des logiciels qui vous donnent des analyses d'actions, des estimations, etc. C'est un business énorme et tout ce business n'a pas intérêt à ce que vous misiez juste dans un fonds indiciel et que vous laissiez votre argent fructifier. Donc en conclusion de cette vidéo, vous l'aurez compris, en tout cas c'est ce que je défends ici, c'est que probablement que si vous investissez dans un ETF, dans un fonds indiciel comme le MSCI World, le SP500 ou d'autres, vous aurez une espérance de gain
en bourse qui sera supérieur probablement à 99,9% de tous les investisseurs qui font autrement, voire même que tous les professionnels. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poster en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec les arguments de cette vidéo, j'y répondrai avec très grand plaisir. On est là, le débat est ouvert, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à liker, à vous abonner et moi je vous retrouve avec très grand plaisir pour une prochaine vidéo sur la chaîne lesinvestissements.com. C'était David, salut à tous, ciao.